J'adore me lever le matin sans savoir ce qui va m'arriver. Qui je vais rencontrer. Où je vais échouer. Il y a quelques jours, j'ai dormi sous un pont et aujourd'hui, je suis ici, sur le plus grand navire du monde, à boire du champagne en si bonne compagnie. Je vais en reprendre. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on vient parler de l'événement Disney+ du moment, à savoir la série The Mandalorian, puisqu'est enfin tombé cette semaine l'épisode 2 de la saison 3. Alors c'est vrai, je dis événement, mais bon, quand il est question de Star Wars désormais, est-ce qu'on peut encore qualifier ça ainsi ? Parce que c'est vrai, d'un côté, ils ont vraiment essoré comme pas permis la franchise donc pour la télévision, au point qu'on en a véritablement perdu, à mon sens, la force de cette saga, à savoir son côté vraiment événementiel. Faut quand même se rappeler qu'il y avait une époque où tu avais même des gens qui campaient devant les cinoches pour pouvoir assister à la première de certains opus. Mais ça, c'était avant. Bon, et puis ceci étant, quand on voit la tronche de la dernière trilogie, c'est peut-être mieux que finalement ils se réorientent vers la télévision. Ou alors faudrait carrément totalement arrêter de développer du Star Wars. Mais sauf qu'on en redemande toujours. Donc oui, la semaine dernière, j'ai préféré m'abstenir de parler du premier épisode de cette nouvelle saison parce que, en fait, une fois qu'on avait dégraissé la chose de ces récaps et génériques en tout genre, au final, il restait en douter pour tout 30 minutes à regarder, ce qui n'est pas BZF, hein. Et donc c'est vraiment difficile de savoir sur quel pied danser avec aussi peu. D'autant que l'an dernier, j'ai pas forcément été les plus tendres avec la franchise, puisque dans les 3 séries live, il y en a une qui a fini dans la rubrique des spoilers fous, une autre qui aurait largement pu y finir aussi si j'avais eu l'idée du concept à l'époque, et la dernière que je trouvais plutôt sympa, mais avec quand même des choses à redire dessus, hein. Donc c'est pas foufou tout ça. Alors vite fait, mon ressenti sur la série The Mandalorian, saison 1, j'avais trouvé ça feignant. Donc c'était un concept qui s'appuyait que sur la nostalgie afin d'inonder la tête des amateurs à grandes vagues de fanservice. C'était truffé d'ineptie, les personnages secondaires n'existaient absolument pas sans la présence à l'écran du héros. Et donc c'était une série avec un objectif à la limite plus ciblé sur le merchandising. Coucou toi! Et donc d'étaler entre guillemets une quête qui tient largement sur 1h30 dans un bel écrin télévisuel de 8 épisodes sur près de 5 heures de programme, même si formellement je trouvais que c'était quand même très correct. Mais le pire, et j'arrive pas à me l'expliquer, c'est que malgré tous ces défauts que j'ai tendance à citer, j'aime bien. Je ne comprends pas, mais j'aime bien. En revanche, la saison 2, malgré un début qui s'articulait autour de quêtes secondaires, pas dingue, hein, elle venait ensuite poser un vrai fil rouge et de vraies intrigues. Les personnages secondaires existaient déjà un peu plus, et ça nous permettait aussi de voir qui sont les valeurs sûres pour développer cet univers, en les personnes de Dave Filoni, mais ça on le savait déjà depuis un petit moment, ou encore Bryce Dallas Howard à la réalisation qui nous livrait vraiment les épisodes les plus intéressants, quoi. Et donc une saison dotée d'une fin assez palpitante et généreuse, qui caressait certes le fan dans le sens du poil, mais sans pour autant le prendre pour un couillon. Néanmoins, comme chez Disney, on fait pas les choses à moitié, la formule Marvel a fini par contaminer l'univers de Dark Vador, puisque pour aborder cette saison 3, il faut avoir aussi vu le livre de Boba Fett. Vu que c'est dans la même timeline, et que les 2 meilleurs épisodes de la série Le livre de Boba Fett étaient principalement consacrés au personnage du Mandalorien, ce qui est quand même moche pour Boba Fett. Et que concrètement, si vous les avez pas vus, ces épisodes, il va vous manquer quelque chose, il va vous manquer des infos. Et donc oui, premier épisode de cette 3e salve qui mettait les choses au clair d'entrée de jeu, donc place au spectacle, puisque en seulement 30 minutes, on nous a quand même gratifié de 2 grosses séquences d'action, donc une avec un affrontement face à un monstre géant qui avait clairement pour objectif de nous en foutre plein les neuils, et ceci étant, c'est efficace. Mais il y a aussi une bataille spatiale au milieu d'astéroïdes qui reniflait quand même pas mal la redite de celle entre Obi-Wan Kenobi et Jango Fett dans l'attaque des clones, mais évidemment en moins bien.
Bon, ceci étant, Rick Famuyiwa, donc le réalisateur de cet épisode, n'a évidemment pas le talent de mise en scène d'un George Lucas, c'est évident, notamment en matière de cadrage, mais ça va, à l'échelle d'une série, c'est quand même pas mal, quoi. Encore que bon, quand on voit par exemple la dernière série Star Trek, la concurrence en matière de spectacle s'annonce visiblement rude, hein. Et d'autant qu'il y a beaucoup de plateformes de streaming qui commencent à tabler justement dans les grosses franchises de SF. Oh, j'imagine même pas si un jour ils venaient à rebooter la série Battlestar Galactica, mais ça serait énorme quoi. Et c'est vrai que globalement, pour seulement 30 minutes, c'est assez généreux, hein. Ça offre aussi son lot de décors. Alors bien sûr, vous allez avoir droit à vos bonnes grosses cuillères à soupe de fanservice, hein. Ça, on n'y échappe pas. Ah bah ça, on n'est pas sur la série The Mandalorian pour rien, hein. Et évidemment, ça donnera l'opportunité de retrouver des personnages bien connus de la série, avec notamment... Mais qu'est-ce que... Non mais qui a eu cette idée dégueulasse de décoloration de barbe? Donc oui, épisode qui signe le retour de Greef Karga, qui s'est un peu embourgeoisé et œuvre définitivement pour le bien du haut de son statut de haut magistrat, mais sauf que, pour apporter aussi un peu de légèreté à la série, il a également acquis le statut de clown, autour de qui on va proposer un lot de blagounettes et de situations lolilol, donc un choix plutôt étrange pour ne pas dire douteux. Néanmoins, si je devais directement pointer du doigt un problème sur cet épisode, c'est encore et toujours les choix artistiques discutables. Notamment lors d'une scène qui renifle bon le duel de western, où on sent hélas que la production a fortement usé une fois encore des panneaux LED, donc il suffit de voir ce plan-là et le contour du personnage pour s'en rendre compte. Donc concept des panneaux LED fort utile, mais fort décrié aussi notamment sur les séries Star Wars, hein, puisque on perd en volume et spatialisation, alors qu'à côté de ça, ils ont trouvé aussi le moyen de jouer un peu plus sur les plans larges, chose qui finalement a été fortement décriée, notamment sur la série Obi-Wan Kenobi. Donc oui, le système Stagecraft est certes pratique, mais c'est pas encore ça sur le plan du rendu définitif. Pareil aussi pour l'esthétique de certaines créatures, comme par exemple celui-là, avec ses prothèses en plastoc qui sont à la limite de se casser la gueule, et donc ses yeux humains qui donnent encore plus cette impression de déguisement, alors que, je sais pas, une bonne paire de lentilles te changerait radicalement ce ressenti. Pour plus de crédibilité, il aurait vraiment plus un côté alien. Pareil pour le capitaine pirate, donc personnage d'une grande originalité esthétique, hein, lui aussi, hein. Donc un croisement entre un sbire de Davy Jones et Swamp Thing. Donc si un jour tu veux te déguiser toi aussi en lui pour Halloween, c'est très simple, tu te prends une bonne poignée d'algues, tu te la colles sur la tronche et c'est réglé. Maquillage et cosplay niveau maternel. Tout comme le monstre géant du début d'épisode, qui s'apparente à un crocodile gigantesque, sorti tout droit d'une production Asylum, bon, certes avec 20 fois plus de moyens techniques. Alors bon, oui, je vous vois arriver, et là vous allez me dire que je chipote ou que je suis un peu trop difficile, mais oh les gars, je précise qu'on est sur Star Wars tout de même, hein. On n'est pas sur la première franchise à 2 balles, donc en matière de production design, on est quand même en droit d'en attendre un minimum, quoi. Surtout au vu du budget d'une telle série, parce qu'on n'est pas sur une production à $1 million l'épisode. Néanmoins, l'épisode perd pas de temps pour ce qui est de planter les enjeux, au moins de ce début de saison, à savoir que Mando cherche à se faire réhabiliter, puisque il avait fini banni pour avoir avoué retirer son casque, rappelez-vous. D'ailleurs, une révélation qui s'était faite autour d'un contexte particulièrement con dans le livre de Boba Fett, puisque en gros, c'était à l'issue d'un duel, on lui demandait s'il avait déjà retiré son casque, donc typiquement, tu sais, la question qui a rien à foutre dans pareille situation, mais que, bon, la série en a absolument besoin pour orienter son intrigue. Et donc, parce que oui, le credo Mandalorian est très strict, mais peut quand même être détourné au détour de certaines conditions un peu absurdes, mais qui arrangent bien l'histoire, Mando va avoir l'opportunité de se racheter. Telle est la voie. On comprend donc très vite l'objectif de Mando, hein, donc un objectif qui implique de devoir retourner sur Mandalore et prouver qu'il est digne de représenter son peuple. S'il ressort vivant d'une baignade dans les eaux vivantes de Mandalore, donc une quête qui malheureusement ne sera pas aussi simple. Mais c'est là où ça commence à effrayer un petit peu parce que tu vois se profiler justement
l'histoire, t'as limite le sentiment que l'intrigue de la série va se reposer sur le concept des précédentes saisons, à savoir qu'il faudra chercher un truc qui permettra de trouver un autre truc, permettant ainsi d'atteindre encore un truc, le tout dans le but d'honorer l'intrigue principale, à savoir obtenir un truc. Donc ça passe évidemment par un peu de remplissage, mais ça on y reviendra après. Donc oui, une ouverture quand même très perfectible à mon sens pour cette 3e saison, mais pas mauvaise du tout. D'ailleurs, encore une fois, et j'arrive pas à me l'expliquer, malgré tout ce que je peux pointer comme problème, j'aime bien. Voilà. Et donc, second épisode qui est réalisé par Raquel Morrison, donc chef opératrice de métier puisqu'elle avait déjà œuvré au profit de Ryan Coogler, et j'ai envie de dire que ça se ressent, parce que étrangement, l'épisode est esthétiquement beau. Notamment quand Mando retourne sur Mandalore afin de se baigner dans les eaux vivantes de la planète afin de laver son honneur. Donc épisode d'un peu moins de 40 minutes mais qui va énormément jouer sur la mythologie mandalorienne et surtout l'atmosphère, c'est ça le principal. Donc c'est là que le talent de Raquel Morrison opère, via cette atmosphère. Au cœur notamment des ruines de la planète, dans ce décor totalement désolé mais qui effraie quand même un peu, et pas sans raison, parce que finalement notre héros va quand même devoir faire face à quelques menaces. Donc on va nous proposer quelques affrontements avec un bestiaire assez inédit pour l'univers Star Wars, mais qui, faut bien le reconnaître, repompe tout à des œuvres déjà existantes, donc ça pioche dans La Machine à explorer le temps, Matrix, Planète Rouge, j'ai même vu des gens évoquer Dark Crystal ou encore La Guerre des Mondes, et là-dessus je peux pas leur donner tort. Donc oui, s'il y a bien un reproche que je peux faire à cette série, que ce soit pour le premier et le deuxième épisode, c'est que dès lors qu'ils veulent faire dans l'inédit, la production design est vraiment pas folichonne, quoi. Ça manque clairement de créativité. Après, les affrontements sont plutôt sympas, mais l'importance de cet épisode, et qui je pense va forger une grosse part des enjeux de cette saison, ou du moins de ce début de saison, c'est que les croyances risquent vraiment d'être chamboulées, notamment pour le peuple mandalorien, et qu'on creuse enfin, à mon sens, ce pan de l'histoire Star Wars que peu de gens connaissent, plutôt que de nous resservir encore et toujours des enjeux qui vont reposer en partie sur les Jedi, la rébellion ou encore les restes de l'Empire, voire les débuts du Premier Ordre. Mais au final, quand tu fais le bilan de l'épisode avec le précédent, si tu mets un peu de côté ton esprit fanboy et que tu essaies de te concentrer sur l'ensemble hors fanservice, faut le reconnaître, c'est pas un truc non plus incroyable. Certes, c'est correct. Et si ça se trouve, la suite va vraiment envoyer du pâté, mais là, on vient quand même de bouffer 2 épisodes, donc un peu plus d'1 heure, et tu te rends compte que c'est quand même beaucoup de remplissage, quoi. Donc en exemple, comme le fait que Bo-Katan ne veut pas accompagner Mando dans les ruines, et qu'il faudra finalement un contexte de 20 minutes au début de l'épisode 2, pour faire en sorte que finalement, elles viennent quand même, et qui pousse même à de la redondance, puisque, faut le préciser, ce contexte amène à vivre 2 fois une même scène de 5 minutes d'exploration des galeries mandaloriennes, donc une fois avec Mando et la seconde avec Bo-Katan. Mais formellement parlant, c'est quasiment la même scène, quoi. Alors pareil pour le fait qu'il faille trouver une pièce pour remettre sur pied les fonctions de IG-88, donc vous savez le fameux droïde chasseur de primes de la première saison, afin d'aider Mando dans sa quête pour que, au détour d'une rencontre avec Pelimoto sur Tatooine, donc vous savez la fameuse mécanote qui est copine avec Mando, on découvre que tout ce qu'on a vécu à partir de la moitié du premier épisode, sur la réparation du robot en question, n'a servi strictement à rien, puisque finalement, le premier droïde qui passe fait tout autant l'affaire. Quand je parlais de remplissage tout à l'heure, c'est exactement ça. On comble des trous. Donc oui, forcément, ça me conforte encore plus dans l'idée que The Mandalorian, c'est typiquement le scénario d'un film, mais qu'on a adapté au format série et qu'on fourre de choses inutiles. Là où, je sais pas, on aurait très bien pu faire en sorte que d'aller à l'essentiel,
mais de remplir justement ces trous avec des sous-intrigues autour des autres personnages. Mais comme je le disais, le défaut de cette série, c'est qu'elle ne s'articule qu'autour d'un seul fil conducteur symbolisé par Mando et Grogu, et les autres personnages sont obligés de s'y rattacher pour espérer être un tant soit peu alimentés par l'histoire, et avoir justement la leur. Donc voilà un début de saison qui semble quand même poser un petit peu ses enjeux et une intrigue somme toute intéressante, notamment autour de la mythologie mandalorienne. Donc c'est pour ça que je m'inquiète pas, parce que la suite à mon avis devrait donner le change. Après oui, y a quand même des choix, notamment esthétiques, très discutables, surtout au vu du budget de la série, comme je le dis. On est sur quelque chose de relativement cher. Mais je ne désespère évidemment pas au vu du cap choisi, qui annonce quelque chose vraiment d'assez palpitant, et donc on va suivre ça de très très près bien évidemment. Voilà, j'en ai fini pour cette review. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo et pensez à la liker et la partager. Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Twitter sous le nom de l'écran fou, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.